Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Alors aujourd'hui dans l'émission nous allons parler de certains troubles que peut-être connaissent les parents avec leurs enfants. Vous connaissez peut-être l'anorexie ou la boulimie, c'est ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, alors Madame Sabrina Moukaran, vous êtes psychologue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et à vos côtés, Dr Fatma Zohra Meslouh, vous êtes docteur généraliste, médecin généraliste et nutritionniste. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous de m'avoir invité, merci. Alors, votre enfant souffre peut-être d'un trouble du comportement alimentaire et vous ne savez pas quoi faire ni qui consulter. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Qu'est-ce que les troubles du comportement alimentaire? Quelles sont les causes, les conséquences et quelles sont les solutions? Alors, Madame Sabrina Moukaran, quels sont les différents types de troubles alimentaires? Très bien. Donc, quand on parle en fait de troubles du comportement alimentaire, c'est vrai qu'il y a un cliché, on pense souvent à l'anorexie, à cette image du corps qui est en train de dépérir et tout. Sauf que on peut parler de troubles du comportement alimentaire à partir du moment où notre relation à la nourriture est problématique par rapport à quelques paramètres. Le premier, c'est qu'est-ce que je fais de cette nourriture? Est-ce qu'il y a un plaisir quand je mange? Et surtout, comment j'utilise les apports nutritionnels. Et les troubles du comportement alimentaire, on peut les classer en 3. Récemment, dans le dernier classement des troubles psychiatriques, ils ont quand même introduit le 3e trouble. Donc il y a l'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie. Donc c'est ces 3 troubles-là qui sont aujourd'hui classés comme troubles du comportement alimentaire, vraiment indépendamment de l'obésité quand même, qui est un trouble qui est complètement en lien avec, je dirais, un déséquilibre entre l'apport et tout comment je vais utiliser ma nourriture, et aussi en lien avec la sédentarité. Donc vraiment, si on peut parler de troubles, c'est quand notre relation avec la nourriture, que ce soit de ce que j'en fais, quand est-ce que je mange, les fréquences, la manière avec laquelle je mange, est-ce qu'il y a des comportements compensatoires derrière? Donc à partir de là, et si c'est installé dans la durée et qu'il y a quand même des répercussions sur l'état général de la personne, il y a un mal-être, il y a des émotions désagréables telles que la honte, la culpabilité, là je pense qu'il est nécessaire et important d'aller creuser et d'aller consulter. D'accord. Et à ce moment-là, qui doit-on consulter? Moi, je dirais déjà son médecin, oui. Parce que déjà, dans un premier temps, je pense que le docteur pourra partager cet avis, c'est que pour moi, la première consultation doit se faire, c'est au moins son généraliste, voilà, médecin de famille, c'est vraiment la première indication. Par la suite, je pense qu'on pourra en parler. Il y aura bien sûr, si vraiment le diagnostic est posé, il y a une prise en charge. Et généralement, la prise en charge, quand il y a des TCA, c'est vraiment des prises en charge pluridisciplinaires. D'accord. Et le nutritionniste joue un rôle aussi. Quand vient de dire Madame Sabrina, un trouble de comportement alimentaire, c'est-à-dire avoir un comportement pathologique avec son alimentation, avoir une relation anormale avec l'alimentation, que ce soit dans les deux sens, en excès, c'est-à-dire par défaut ou par excès. La personne qui souffre d'un trouble de comportement alimentaire, il faut savoir qu'en général, c'est des patients qui ont un certain profil psychologique. C'est-à-dire que ça ne survient pas chez tout le monde. Pourquoi une personne par rapport à l'autre? Et puis là, intervient plutôt les parents, parce qu'il faut voir, mon enfant mange d'une façon anormale. Il faut avoir le courage de faire ce pas et dire que mon enfant mange d'une façon anormale pour pouvoir l'aider. Parce que le déni du problème, c'est déjà le plus grand problème qu'on rencontre. Là où je peux aider mon enfant, c'est-à-dire même un adulte, c'est le fait de prendre cette responsabilité et d'aller consulter. C'est déjà le premier pas à franchir. Consulter qui? D'abord le médecin de famille, le médecin généraliste qui étiquette qu'il y a un problème. Par la suite, c'est une prise en charge, comme vient de dire Madame Sabrina, une prise en charge multidisciplinaire. Donc il y a le psychologue, il y a le médecin de famille, il y a le médecin nutritionniste, il y a surtout les parents, parce qu'on ne peut rien faire sans l'aide des parents et il faut qu'ils assistent à ces consultations. D'accord. Voilà.
Très bien. Donc nous allons suivre un reportage de notre collègue Anissa Bouzid qui nous parle justement de ces troubles alimentaires et on revient tout de suite après pour plus en discuter. Lorsqu'on parle de troubles alimentaires, anorexie et boulimie sont les termes qui nous viennent en premier à l'esprit. Mais ces troubles sont plus diversifiés et vont bien au-delà du simple désir de perdre du poids ou de la consommation abusive de nourriture. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus chez Dr Loussif Toufir, nutritionniste. On parle plutôt de troubles de conduite alimentaire ou des troubles alimentaires et qui consistent à plusieurs pathologies en fait, qui sont l'anorexie mentale, la boulimie, le pica, l'orthorexie et l'hyperphagie. Mais les plus fréquentes sont beaucoup plus l'anorexie mentale et la boulimie. La différence entre l'anorexie et la boulimie, l'anorexie, la personne refuse de manger. La boulimie, la personne mange de façon excessive, mais dans un temps très, très restreint. Et elle se fait vomir. Quelles sont les causes de ces troubles ? Il n'y a pas une cause réelle. Donc après ça se construit dans le temps et on devient anorexique. Mais il n'y a pas une cause réelle. Donc c'est après, si on cherche un petit peu dans l'histoire de la famille ou du point de vue sociétal aussi, c'est des gens qui vivent aussi dans des émotions extrêmes. On leur demande beaucoup de choses. Donc on les pousse un petit peu à leurs limites. Là, ils peuvent tomber un peu dans l'anorexie mentale. Quelles sont les conséquences de ces troubles ? Il faut savoir que derrière ce problème d'anorexie mentale, il peut y avoir aussi de la dépression, d'autres troubles émotionnels ou émotifs adjacents. C'est quoi le remède ? Il n'y a pas de remède, c'est une prise en charge qui est globale, donc c'est une prise qui est globale. Il faut déjà une thérapie, il faudrait voir un peu le problème, d'où ça provient pour pouvoir régler la problématique. Donc il faudrait une thérapie. Après, ça dépend donc, du stade de l'anorexie. Donc si c'est un stade très avancé où la personne met en danger sa santé, sa vie humaine, à ce moment-là, l'hospitalisation est nécessaire pour prendre en charge du point de vue somatique. Troubles des conduites alimentaires, aussi appelés troubles du comportement alimentaire, ont de graves conséquences sur la santé physique et la santé mentale. Ils peuvent perturber la vie familiale, les amitiés et la vie de tous les jours. Alors, docteur Mslouh, on va revenir un peu en détail sur tous ces troubles, les définir un petit peu. D'accord. Alors, on a différents troubles de comportement alimentaire. Moi, j'aimerais bien commencer par le trouble de rythme alimentaire, chose qu'on néglige souvent. C'est des enfants qui se réveillent le matin, qui ne prennent pas de petit-déj, qui vont à l'école ou qui restent à la maison sans prendre de petit-déjeuner. Il n'y a pas un repas équilibré à midi, mais plutôt une collation consistante, hypercalorique en général. C'est des produits sucrés, croustillants, des biscuits, des friandises. Et il reçoit la totalité de ses apports en matière de calories le soir, là où il va dormir et il ne va pas se dépenser. Donc avec le temps, ça se répercute sur son état physique et ça donne une obésité. Donc il faut y faire vraiment attention. On a aussi la compulsion alimentaire. La compulsion alimentaire, c'est avoir une envie soudaine d'un aliment bien particulier. Et en général, ça survient aussi le soir, là où la personne est plus vulnérable, suite à un stress ou une petite sensation de malaise ou une angoisse. On a besoin en général d'un truc sucré le soir, d'une barre de chocolat. Mais quand ça devient fréquent, ça survient tout le temps, ça devient un trouble de comportement alimentaire parce que ça retentit sur le corps et sur l'état physique de la personne. On a l'hyperphagie alimentaire, le binge eating disorder. La personne, au moment du repas, mange des quantités très très importantes. Et au-delà de toute satiété, la personne n'arrive pas à s'arrêter, sauf si elle a mal au ventre, carrément, ou alors que ça se déclenche des vomissements. Ah oui. Oui. Et là, on peut manger à ce point. Oui, il y a des gens qui sont comme ça, qui n'arrivent pas à arrêter de manger jusqu'à ce qu'ils aient mal au ventre, carrément. Et là, ça retentit par la suite et ça donne des obésités, un surpoids, des troubles métaboliques, ça déclenche un diabète, une dyslipidémie, des complications sur tous les plans.
Chez ces patients, par exemple, il n'y a aucun sentiment de culpabilité, par contre. Hein. C'est des gens qui te disent, oui, moi je mange, où est le problème? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de comportement compensatoire par la suite. La personne ne cherche pas à brûler ou à diminuer l'apport calorique qu'elle vient de prendre. Il y a aussi le grignotage. La personne, toute la journée, elle est là à consommer tout ce qu'il y a sous la main. Pas forcément quelque chose de précis ou quelque chose qu'elle a envie de manger. Et en général, malheureusement, comme d'habitude, c'est des produits sucrés, des friandises, des biscuits salés ou sucrés, des barres de chocolat et des quantités fractionnées. C'est vrai que c'est de petites quantités, mais le fait que ça soit à longueur de journée et répété sur une longue période, ça retentit pareil. Et là, pareil, aucun sentiment de culpabilité, on ne voit pas le danger venir. On ne voit pas où est le mal à grignoter toute la journée. Il y a le comportement qui est beaucoup plus fréquent, qui est la boulimie. Et là, c'est des crises qui surviennent en général une fois par semaine sur une durée au-delà de 3 mois. Ça va dans la chronicité. Et c'est des épisodes récurrents d'hyperphagie incontrôlée. La personne n'arrive pas à se contrôler. Elle mange tout ce qu'il y a au frigo. Aller même à consommer des pots de pâte à tartiner, du beurre carrément, ou tout ce qu'il y a au frigo. On ne s'arrête pas. On s'arrête lorsque on vomit ou alors il n'y a plus rien à manger. Heureusement que c'est des crises qui surviennent une fois par semaine en moyenne et sur une durée de 3 mois, mais lorsque ça dure sur des années, là ça retentit. Alors la boulimie en général, la personne culpabilise. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher à réduire cet apport calorique qu'elle a pris. Elle va essayer de faire des comportements, ce qu'on appelle des comportements compensatoires. Elle va chercher à vomir. Elle va essayer de faire une activité physique juste après intense pour brûler toutes ces calories. Elle va prendre des laxatifs pour déclencher une diarrhée et avoir une malabsorption intestinale de tout ce qu'elle a pris. Jeûner quelques jours après, on va essayer de jeûner dans le but de réduire tout ce qu'elle a pris. Mais sachant qu'avec le temps, même ces comportements compensatoires ont une répercussion sur leur santé physique et mentale. D'accord, je vous parlerai après de ces conséquences graves de ces vomissements répétés, de ces prises de laxatifs et ainsi de suite. On a aussi l'anorexie mentale, qui est malheureusement un trouble de comportement alimentaire, je dirais pas impossible, mais difficile à prendre en charge, surtout si ça survient à un âge tardif, un peu tardif. Donc l'anorexie mentale, c'est être dans la restriction absolue. Un régime tellement restrictif, non seulement qu'il ne répond pas à nos besoins, c'est-à-dire qu'on prend beaucoup moins que nos besoins, en plus, et on cherche à brûler. On fait de l'hyperactivité physique, on essaie tout le temps d'être en activité. On surveille son poids? On devient obsessionné par son poids. On ne fait que ça. On ne fait que ça. Et ça retentit essentiellement sur le moral, mais aussi sur le physique, parce qu'être tout le temps priver le corps de tout, c'est-à-dire de ses apports, et d'autant plus qu'il y a une activité derrière, va retentir beaucoup sur le plan physique de la personne. D'accord. Voilà. Et à partir de quel âge ça commence? Je pense qu'à partir de 6 ans, on peut déjà, entre 3 et 6 ans, on dit que les comportements ne sont pas encore pathologiques, c'est-à-dire on peut les observer. Tout à fait. Mais à partir de 6 ans, on peut déjà commencer à parler, si vraiment il y a ces notions de périodicité, donc de chronicité voilà, et de récurrence. Donc c'est clair que je pense qu'il faut poser le diagnostic. Au fait, la boulimie se voit beaucoup plus précocement que l'anorexie mentale. À partir de 8 ans, de 8, 9 ans, 10 ans, là déjà on commence à voir que notre enfant mange d'une manière anormalement excessive. Ou alors l'anorexie mentale, elle est un peu plus tardive, mais il faut savoir que plus elle est tardive, plus le pronostic est mauvais. Et plus ça persiste par la suite et elle est difficile à prendre en charge. D'accord. Voilà. D'accord, donc la boulimie c'est beaucoup plus facile à prendre en charge que l'anorexie, c'est cela? En fait,
par rapport au diagnostic, enfin pronostic vital, on va dire, par rapport au corps, parce que la personne qui est anorexique, en fait, elle a une relation de dégoût face à la nourriture. Ça veut dire qu'elle est... D'ailleurs, c'est une pathologie du contrôle, enfin, c'est un trouble de la peur de perdre le contrôle. Donc, généralement, et vous me corrigerez, docteur, l'anorexique, à partir de 5 ans, il peut tomber dans de la boulimie, parce que le corps, après, il a besoin, enfin, s'il n'y a pas des... Enfin, je veux dire, des conséquences dramatiques, je veux dire. C'est-à-dire le corps, il va finir par avoir raison et par retomber dans ce qu'on appelle l'anorexie-boulimie. Oui. Mais voilà, mais l'anorexique, parce qu'il y a cette urgence vitale, parce qu'il il mange plus, ça veut dire qu'il va avoir aussi ce qu'on appelle des comportements, c'est presque des tocs en fait. Il va tout ritualiser, le grammage, là où il range sa tartine, sa pomme. Et donc, on peut avoir des pertes de poids fulgurantes. Oui. Ça veut dire 20 kilos en 3-4 mois. Et c'est très compliqué pour l'anorexique de reprendre du poids parce qu'il y a une relation de dégoût. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme une phobie de la nourriture. Oui. Et il faut savoir que quand on est phobique de quelque chose, quand on est face à la source de notre phobie, on pense qu'on va mourir si on est en contact avec la chose. Donc l'anorexique, c'est exactement la relation qu'il a avec la nourriture. Contrairement au boulimique, quand même, qui a plus des émotions de honte, de culpabilité, de dénigrement de soi, mais il reste dans une relation quand même où il y a des apports. Après, bon, comme elle a dit, il y a des comportements compensatoires, donc des laxatifs, des sports extrêmes. Il se fait vomir. Bien sûr qu'il y a quand même des répercussions, et je dirais même graves, sur le corps, mais ils arrivent à stabiliser des fois le poids et des fois, bien sûr, il y a une surcharge pondérale, ce qui n'est pas forcément le cas chez l'anorexique où vraiment il y a une notion de danger. C'est pour ça que les anorexiques, ils sont hospitalisés pour pouvoir les renutrir, pour qu'ils puissent voilà, reprendre un peu... Au fait, en général, la boulimie a un net meilleur pronostic que l'anorexie mentale. Comme je vous ai dit, surtout si ça survient à un âge plus ou moins tardif, c'est-à-dire à partir de l'âge de 24-25 ans, essentiellement chez les jeunes filles. Il faut savoir aussi que la boulimie est pratiquement... on a une femme pour 3 hommes, c'est-à-dire que ça touche aussi le sexe masculin par rapport à l'anorexie mentale qui touche un homme pour 8 femmes. C'est-à-dire que ça touche beaucoup plus la femme et d'où la complexité aussi de la prise en charge. Elle est tellement convaincue et elle y tient tellement à rester maigre et à surveiller que pour elle, il ne faut pas faire le moindre faux pas. Tout gramme a son importance dans son assiette. Donc c'est difficile de convaincre une personne pareille que là, elle est elle se fait mal et qu'il faut qu'elle arrête. Oui. C'est pour ça qu'il faut y aller avec elle dans un sens où la comprendre psychologiquement d'abord, chercher pourquoi elle fait ça et ne pas trop insister sur lui introduire des régimes hypercaloriques, à diminuer l'activité physique et tout. Chercher d'abord pourquoi cette personne fait ça pour pouvoir l'aider par la suite. Psychologique d'abord et ensuite essayer de reprendre... C'est pas d'abord, je dirais en parallèle. En parallèle. C'est très important ce voilà. que vous dites là. Donc il faut travailler en collaboration pour pouvoir aider ces patientes à s'en sortir. Parce que je ne vous cache pas que l'anorexie mentale, on la craint dans le sens où elle cause beaucoup de complications sur le plan somatique. Et ce qui nous rend le travail un peu difficile, c'est la survenue de complications d'arythmie cardiaque, je vous ai un peu anticipé peut-être par rapport à vos questions, mais le fait qu'il y ait des complications qui sont difficiles à gérer. Il faut d'abord lui expliquer ça. Parce que la personne, elle croit avoir le contrôle sur elle-même. Et au départ, il y a même une sensation de fierté, C'est la phase de lune de miel. Oui, c'est la phase de lune de miel, tout à fait. Au départ, la personne, elle est toute contente, gratification. Ah ben, moi, vous voyez, j'ai pu le faire, moi, je me contrôle, j'arrive à lutter contre mes envies. Et puis, par la suite, la personne rentre dans la phase de ritualisation. Là, elle commence à perdre le contrôle. C'est-à-dire que même moi, je veux manger, j'y arrive pas. Je ne sens plus la faim. Je perds la sensation de faim. Mais pourquoi ça touche plus les femmes?
Madame. C'est une très bonne question, mais là, je voudrais juste revenir sur un détail qui est très pertinent, en fait, parce que quand, par exemple, des médecins qui ne sont pas formés par rapport à l'aspect psychologique et ils prennent en charge une personne anorexique, bah, dès qu'elle rentre, il lui dit « Ah, mais vous êtes trop maigre, il faut manger. Oui. » Et en fait, la personne, il y a en fait une dissonance cognitive dans sa tête, elle est convaincue qu'elle est complètement en surcharge pondérale. Oui. Ça veut dire qu'elle est incapable de se représenter différemment que dans sa réalité. Et c'est ce qui va créer le fossé. Donc, ce qui se passe, c'est que l'alliance thérapeutique ne va pas avoir lieu. Et par la suite, donc, parce que c'est des prises en charge quand même qui sont assez lourdes. Oui. Et c'est pour ça que le traitement, en fait, comment on travaille, c'est de ne pas travailler le symptôme, enfin le trouble lui-même, mais c'est d'aller sur tout ce qu'il y a en amont. Donc, oui, parce que ça cache. Voilà, son développement, son histoire. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire une super bonne anamnèse. Et surtout, c'est d'impliquer la famille et de les éduquer. De ne pas répéter, mais tu es trop maigre, tu vas... Parce qu'elle est incapable d'intégrer cette notion cognitive de maigreur. Pour elle, ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait vraiment cette alliance aussi entre le médecin et le psychothérapeute ou le psychiatre, hein, parce que des fois, c'est aussi pris en charge en psychiatrie. Des fois, malheureusement, la camisole chimique, elle est importante parce qu'il y a un danger. Bah, et en plus, je sais pas, il y a quand même une comorbidité dans ce genre de troubles. Oui. Donc, les comorbidités, c'est que voilà, il peut y avoir peut-être des épisodes dépressifs avec peut-être des troubles somatiques. Et donc, il y a plusieurs troubles. On appelle un terrain favorisant. Voilà. Plusieurs troubles qui vont être là. Donc, cette comorbidité est tout aussi compliquée à décortiquer pour que la prise en charge soit vraiment customisée d'après la personne, son vécu, son développement, ses spécificités en fait. D'accord. En fait, la personne en anorexie mentale se voit grosse, ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Voilà. Pour elle, même si la balance lui indique qu'elle est dans les normes, mais non, 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 j'ai des bourrelets, non, j'ai du ventre, elle se voit autrement. Et c'est ça le fait qui rend la tâche difficile. Elle ne se voit pas comme on la voit nous. Elle, non, elle par rapport aux critères de beauté qui ont bien changé maintenant et qui nous influencent beaucoup. C'est peut-être la cause que ça touche plus les femmes. En fait, pourquoi ça touche plus les femmes? Bon, moi, je dirais, je vais vous répondre peut-être différemment, c'est qu'est-ce qui est peut-être à l'origine, quels sont les différents facteurs peut-être qui peuvent favoriser. Déjà, on a les dictats de beauté. Oui. Donc, c'est les magazines, tout est photoshopé, voilà. Et dès le jeune âge, alors avec la numérisation, aujourd'hui, la digitalisation, nos enfants, ils ont accès à tout. En un clic, en cliquant sur un téléphone, il va voir que, waouh. Moi, je rajoute aussi un autre phénomène, c'est les réseaux sociaux. Parce qu'un enfant aujourd'hui, même à 5-6 ans, il a accès à l'Instagram, à Facebook, il voit les photos et tout. Et il va intégrer, parce que quand on est petit, entre 0 et 7 ans, tout ce qu'on entend, on l'intègre comme une vérité absolue. Donc ça va créer des croyances. Alors je vais croire que si je vais être mince, je vais être beau. Si je veux être aimé et apprécié, il faut que je réponde à cette image. Donc tous ces dictats de beauté, ça c'est d'une part. Deuxième part, c'est on est quand même dans une ère où on nous demande tout le temps plus, tout le temps mieux, tout le temps d'être tout le temps performant et dans la performance. Déjà à l'école, on est évalué, on est comparé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc la personne, elle va se dire, si je veux être aimé et accepté, parce qu'il faut savoir que tout être humain, tous comme on est là, on vit pour deux choses, être aimé et être utile. Et pendant nos 7 premières années de vie, tout ce qu'on fait, c'est pour qu'on puisse répondre à nos besoins et pour qu'ils nous aiment et pour que voilà, on puisse évoluer, apprendre et continuer à être autonome. Donc la personne, elle va intégrer ce qu'on appelle nous des drivers inconscients. Si je veux continuer à appartenir à ma famille, à l'école, mon groupe de copains et tout, je dois être comme ça, je dois être comme ça. Donc ça, c'est aussi un facteur.
Il y a un autre facteur aussi qui est la difficulté de la gestion émotionnelle et surtout le culte du bien-être tout le temps. Je dois être parfaitement fort, parfaitement bien, donc je ne dois pas être faible, comment on a été élevé aussi. Ne pleure pas, un garçon ne pleure pas, une fille n'a pas le droit de ne pas être rapide. Par exemple, si moi je suis peut-être une personne qui prend son temps et tout, elle va te dire oui, regarde ta cousine, en une journée, elle fait tout le ménage de la maison et toi tu traînes et tout ça. Et donc là, on va relier, on va faire des biais. Et par la suite, chacun d'entre nous, il va créer des comportements qui vont être, dans l'objectif définitif, c'est de s'apaiser. Mais pour répondre pourquoi c'est féminin, je pense que c'est aussi par rapport à... Il y a la période de la puberté où les filles, donc elles développent plus de graisse, contrairement aux garçons qui développent des muscles. Et la graisse, malheureusement, elle n'est pas forcément la bienvenue. Donc nous, les femmes, à la puberté, on commence à avoir des formes, donc au niveau des seins, au niveau des hanches, et c'est de la graisse. Alors que les garçons, ils sont plus, c'est l'ossature, les muscles et tout ça. Et c'est vrai que c'est à cet âge-là où on commence à développer une relation particulière à son corps et aussi à tout ce qu'on a intégré comme valeur, comme croyance sur nous. Est-ce qu'on a été aussi renforcé positivement avec du marquage positif? Est-ce qu'on se sent aimé tel qu'on est? Ou est-ce que notre amour est conditionné? Si tu fais ça, je t'aime. Si tu fais ça, tu es mon enfant. Si je serais fière de toi, si jamais. Donc dans ma tête, en tant que petite fille, je me dis, si je foire, c'est-à-dire je n'ai plus de valeur. Voilà. Très bien. Alors on revient un peu aux causes de toutes ces maladies. On en a déjà cité quelques-unes. D'accord. En matière de troubles de comportement alimentaire, comme je vous ai dit déjà, il faut savoir que ça survient chez des personnes qui sont déjà prédisposées. Soit des gens qui ont un profil psychologique particulier, des personnes qui ont déjà fait une dépression, qui ont une phobie sociale, suite à un facteur déclenchant quelconque, soit la perte d'un être cher, soit une déception sentimentale, soit un échec professionnel. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Elle se referme sur elle-même et puis elle trouve son plaisir ou elle cherche un comportement. Se réconforte en mangeant, par exemple. Voilà, tout à fait. Elle cherche à se réconforter comment? En mangeant, en se faisant plaisir. Qu'est-ce qui peut lui faire plaisir? Eh bien, l'alimentation, c'est quelque chose qui fait plaisir. Mais au départ, elle croit qu'elle tient les rênes, mais par la suite, ça dérive et soit ça va dans le sens où je mange de quantité énorme et beaucoup plus importante que mes besoins, soit au contraire, c'est des restrictions très importantes et qui retentissent sur l'état physique de la personne. En général aussi, c'est des personnes qui ont des problèmes d'ordre familial. Par exemple, dans une maison où cet enfant est dévalorisé, cet enfant est comparé surtout ça, oui. Je crois que Madame Savarina pourra parler de ça mieux que moi. Mais en général, on voit ça, c'est des parents qui ramènent l'enfant et même lors de la consultation, on n'arrête pas d'être moraliste avec l'enfant. T'as vu, je t'ai dit que c'est toi, je t'ai dit d'arrêter, tu coûtes pas, je t'ai dit de ne pas faire, le soir tu te réveilles, tu vas au frigo. On joue le moraliste. Alors qu'il ne faut surtout pas faire ça parce que ça va accentuer le problème. Et il y aura cette distanciation sociale entre l'enfant entre parents et enfants. Il y a aussi des facteurs d'origine métabolique, organique. Au départ, c'est un trouble fonctionnel. L'enfant n'arrive pas à manger. Les parents ne consultent pas en croyant que il est comme ça, c'est son caractère, il n'est pas très porté sur la nourriture, mais ça peut très bien cacher un problème organique, un problème d'ordre métabolique. Il faut voir si cet enfant n'a pas la maladie cœliaque, par exemple, s'il n'y a pas de trouble d'absorption des aliments, s'il n'a pas une hypothyroïdie, s'il n'y a pas un problème de sécrétion de cortisol. Donc il faut consulter d'abord pour éliminer un problème organique. Lorsqu'on sait qu'il n'y a pas de problème organique, que tout fonctionne normalement dans son corps, là il faut chercher le volet psychologique. Pourquoi cet enfant fait ça? Parce qu'en général, c'est un signe d'appel.
L'enfant fait ça parce qu'il a besoin d'aide, mais il n'arrive pas à l'extérioriser clairement comme ça, en des mots clairs. Donc il fait des choses juste pour attirer l'attention des parents. Des fois ça marche, les parents sont là, ils sont attentifs, ils comprennent que leur enfant a un problème, ils viennent consulter. Des fois non. Des fois, le fait que ça tarde, ça aggrave le problème par la suite. D'accord. Et comment y remédier, Madame Mokran? Oui, donc juste pour rajouter un petit truc, et des fois l'enfant, il est en fait le symptôme de la systémie, de la famille. Oui. Des fois, en fait, parce qu'il y a des soucis peut-être dans le couple ou dans la grande famille, où il y a d'autres peut-être problèmes beaucoup plus graves. Donc l'enfant, c'est comme elle a dit, docteur, c'est juste peut-être s'il y a une vulnérabilité organique, et c'est là où il va trouver la brèche pour pouvoir... donc c'est vraiment, ça peut être vraiment un symptôme, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est pour ça que c'est important dans un premier temps déjà d'observer les parents aussi quand ils viennent en consultation, des moralisateurs, des persécuteurs. Donc soit on peut avoir le parent persécuteur, donc qui est là à dire oui, tu vois, je t'avais dit, t'es nul, tu devrais pas, ou bien on a le parent nourricier. Donc c'est vraiment des parents qui cèdent à tout et qui sont là en position, voilà, vraiment nourricière. Et ça aussi, ça veut dire que l'enfant, ça va générer quoi? En fait, la personne qui va être avec un parent persécuteur aura tout le temps des émotions désagréables. Donc à un certain moment, il aura du mal, cet enfant, à s'autoréguler. Et donc, il va le faire avec la nourriture. Parce qu'il faut savoir, quand on est stressé, quand on pose, ils ont trouvé, il y a des études qui ont trouvé que quand il y a des particules en fait dans la salive, et quand on met quelque chose dans la bouche, ça sécrète des endorphines et ça nous apaise. Donc, c'est pas juste comme ça. C'est un plaisir. Manger, c'est un plaisir à la base. Donc, c'est comme un petit pansement qu'on va mettre. Et comme il y a tout le temps les stimuli là qui vont générer les situations stressantes, donc on va ritualiser ça, et ce qui est important, c'est déjà d'observer la systémie, les parents, de prendre aussi des fois la liberté de dire je vais recevoir l'enfant seul, parce que aussi dans la boulimie, on se permet de le dire aussi, c'est que beaucoup de personnes boulimiques ont eu des traumas sexuels. Que ce soit des attouchements ou autre chose. Ça ne veut pas dire tous les boulimiques, mais il y a cette notion aussi de vouloir purifier son corps. Donc il y a une notion de culpabilité parce que c'est de ma faute, donc je me remplis pour me faire du mal. Et du coup, après, je dois purifier mon corps, donc je dois m'infliger des comportements compensatoires tels que vomissements, laxatifs et tout ça. Donc c'est pour ça que c'est très très complexe. Pour moi, la prise en charge, déjà, une fois qu'on a bien sûr identifié tout ce qui est somatique, c'est de poser une anamnèse. Et pour moi, la meilleure des prises en charge, elle doit être déjà familiale, donc c'est une thérapie systémique. Parce que si je prends en charge l'anorexique ou le boulémique et je le remets dans le même environnement, ça ne changera rien. Il va retomber. Donc si par exemple, moi je reçois des personnes qui me disent moi c'est pas grave, prenez en charge mon fils, c'est lui le plus important, moi ça va pas à la maison avec son père, mais c'est pas grave. Juste, mais je dis je peux pas l'isoler votre fils, il faut que... et c'est pour ça que ça dure depuis combien de temps, madame? Ça fait 7 ans. Eh ben oui. Et ça va durer encore 30 ans, si vous le voulez, parce que c'est la systémie, donc c'est vraiment une thérapie familiale, ça c'est important. La deuxième des choses, donc mis à part la prise en charge médicale, je pense que vous allez en parler, en psychothérapie, déjà, il faut travailler l'estime de soi, parce que le problème fondamental, il est dans comment je me vois, est-ce que je m'aime, est-ce que j'ai confiance en moi? Et c'est généralement là où il y a un problème, c'est que la personne n'a pas confiance en elle, probablement par rapport soit des traumas, soit une enfance, une certaine éducation, toutes les éducations restrictives, exigeantes, tout ça c'est strict, voilà. Et tu n'as pas le droit et tu dois répondre à un modèle, sinon c'est pas OK. Donc en fait, on est dans ce qu'on appelle son enfant suradapté. Donc on va complètement éliminer l'enfant, la personnalité primaire pour créer un persona, un masque social pour répondre aux dictats de la famille, de la société et tout ça. Et donc là, la première des choses, c'est que la personne puisse se reconnecter à elle, qu'elle puisse s'accepter avec des kilos ou 100 kilos ou avec sa tendance, c'est l'acceptation. Et parce qu'à tout ce qu'on résiste, persiste.
Oui. C'est à partir du moment où il dit il ne faut pas que, c'est là où ça ne va jamais décoller. Oui. Le premier niveau, déjà, c'est la conscientisation, c'est la prise de conscience, la famille, la personne elle-même. Et à partir de là, on ne va plus parler, en tout cas en psychothérapie, on ne parle plus du trouble, mais on va parler de tous les sous-bassements, de cette structure psychologique qui est très fragilisée. D'accord, très bien. D'accord. Alors, pour finir rapidement, les remèdes, on va dire, comment reprendre une alimentation saine et progressivement. En fait, le rôle d'un médecin nutritionniste est de réconcilier le patient avec son assiette. Oui. Lui expliquer dès le départ, c'est quoi une assiette équilibrée. Et il faut y aller progressivement avec un malade, soit que ce soit un boulimique ou un anorexique. On va pas, parce que c'est des phénomènes qui ont pris du temps pour s'installer, donc la rémission ne va pas se faire en un clin d'œil. Il faut prendre le temps de le faire. Et ça va être une prise en charge continue, avec des contrôles réguliers. Je lui explique c'est quoi une assiette équilibrée, que lui apporte chaque aliment, comment il doit adapter ses apports par rapport à ses besoins et être patient avec le patient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre, bon, je vous ai expliqué, la prochaine fois il revient, il vous dit, mais vous savez, j'ai pas pu faire, non, ben, c'est pas la peine de revenir me voir, si vous ne faites pas ce que je vous dis. Il faut essayer d'être patient avec lui, et comprendre le fait que cette fragilité psychologique aussi ne va pas disparaître du jour au lendemain. Le médecin psychologue travaille avec lui dessus, mais il faudra que nous aussi on soit patients, qu'on soit en contact avec ce psychologue pour qu'il puisse nous donner l'état et l'évolution de son état psychologique pour savoir déjà à quoi s'attendre avec lui. Il faut qu'il y ait une sorte de contrat nutritionnel entre moi et le patient. Moi, voilà ce que je vous propose, mais dites-moi, c'est-à-dire, est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous avez pu? Et à combien, c'est-à-dire vous estimez, vous êtes sur 10, vous êtes à une échelle de combien? Vous arrivez à suivre à 5 sur 10, à 4 sur 10, et à chaque fois le féliciter du progrès qu'il arrive à réaliser, lui dire que c'est bien, qu'il faut continuer, l'encourager. Il faut surtout voir aussi sa famille et lui expliquer que c'est important de l'encourager. La rééducation alimentaire se fait, comme je vous ai dit, de manière progressive, mais surtout, avec le temps, le patient va apprendre lui-même à composer son assiette, savoir quels sont les aliments importants, c'est-à-dire qu'il faut que dans mon assiette, je dois mettre mes légumes, je dois mettre mon fruit, je dois mettre mon produit laitier, je dois mettre mes légumineuses, l'apport de protéines d'origine animale, et pourquoi les protéines d'origine animale, pas d'autres. C'est-à-dire, il faut essayer d'expliquer. Il faut l'éduquer complètement sur la nutrition et comment bien se nourrir. Voilà. Comment bien se nourrir et prendre le temps de le faire. D'accord. Et lui restituer sa responsabilité. Oui. Et surtout, c'est que ça sera une co-création. Très bien. Entre le nutritionniste, le patient et le psychologue. Donc c'est vraiment une co-création et pour un but que lui doit valider. Tout à fait, oui. Que ce soit pas une important. contrainte. C'est important, oui. Très bien, en tout cas, c'était très intéressant. Merci encore. Alors, docteur, vous restez avec nous pour la rubrique conseil pratique. Et vous, Sabrina. Madame Sabrina Moukaran, vous êtes psychothérapeute. Merci d'avoir participé au débat. C'était très intéressant. Merci à vous. Merci encore. Vous restez en tout cas pour la rubrique conseil pratique. Et tout de suite, nous passons à la rubrique conseil pratique. Alors, place à la rubrique maintenant conseils pratiques et nous allons parler des végétariens, des véganes, quelle est la différence entre les deux et surtout comment avoir une alimentation équilibrée en étant végétarien ou végane. D'accord. Alors, c'est quoi déjà un végétarien? Il y a la grande différence entre végétarien, végétalien et végétarien. Alors, les végétariens, c'est des gens qui ne mangent pas la chair animale, c'est-à-dire viande et poulet. Très bien. Poisson aussi. Par contre, les végétaliens, c'est des gens qui ne mangent pas et la chair animale et les produits d'origine animale, à savoir les œufs et le fromage. D'accord. Et le beurre aussi. Les véganes, ce sont des gens qui ne mangent pas tout ça et en plus qui ne mettent même pas des vêtements d'origine soie, le cuir, la laine, tout ce qui est d'origine animale, qui n'utilisent pas des produits cosmétiques ou des médicaments qui sont testés sur les animaux. Donc c'est des gens qui sont essentiellement dans la restriction un peu excessive.
Très bien. Voilà. Maintenant, pour des gens qui sont, je dirais, végétariens, comment ne pas tomber dans les carences? Exactement. Parce que nous savons tous que les viandes, soit blanches ou rouges, les œufs et les fromages, le miel aussi, sont une très bonne source de tout ce qui est protéines, tout ce qui est fer, tout ce qui est vitamines et minéraux. Donc ces gens-là, par exemple, ils vont puiser leur stock, par exemple, de protéines des légumineuses. Des légumineuses, à savoir des haricots blancs, des haricots rouges, des haricots verts. Qui contiennent des protéines. Qui sont riches en protéines. Des graines, les graines de soja, les graines de lin, les graines de courge, ce sont des graines aussi qui sont riches en protéines. Donc, en général, ils ne rencontrent pas de problème en matière de protéines. On a assez de protéines d'origine végétale. Le problème entre les protéines d'origine végétale et d'origine animale, c'est que les protéines d'origine végétale essentielles sont très très rares dans la nature. On a beaucoup plus, il y a 9 acides aminés qui sont d'origine végétale, très rares dans la nourriture. Par contre, ils sont très importants pour le transport et le stockage des nutriments dans l'organisme. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une alimentation très très variée pour pouvoir réunir ces 9 acides aminés qu'on trouve dans la viande. Qu'on trouve dans la viande naturellement avec des quantités, je dirais, très importantes. Voilà. Par contre, en matière de fer, parce que les viandes sont une source très importante de fer aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre? Il faut prendre des épinards, il faut prendre des haricots, des lentilles, les haricots blancs ou rouges, hein, des lentilles, des amandes, du chocolat noir, des noix, des graines de sésame, épicer son alimentation avec du cumin qui est très très riche en fer, le cumin et le thym aussi très riche en fer. Donc on arrive aussi à s'en sortir en matière de fer. Les problèmes que rencontrent les véganes, c'est la carence en vitamine B12. D'accord, qui se trouve? La vitamine B12 qui se trouve dans les viandes aussi, voilà. Et c'est-à-dire la source principale de vitamine B12. Là, il y a eu certaines algues, c'est-à-dire des plantes qui, soi-disant, étaient riches, jusqu'à présent disaient qu'ils étaient riches en vitamine B12, mais qui s'est avéré par la suite que c'était des analogues de la vitamine B12, donc qui ne donnaient pas réellement au corps le besoin nécessaire en vitamine B12. Heureusement que notre corps a besoin de 3 microgrammes par jour de vitamine B12, ce qui n'est pas une quantité importante, n'empêche qu'elle a un rôle assez important dans le développement de la cellule du système nerveux et puis dans la synthèse de l'ADN. Du coup, on ne peut pas négliger une carence en vitamine B12 et ça se répercute sur la santé de la personne. On a des gens qui vont avoir un malaise, un vertige, la sensation d'ataxie, de perte d'équilibre à la marche, des crampes musculaires, un état dépressif. Tout ça, devant tous ces symptômes, il faut penser à une carence en vitamine B12, surtout et essentiellement chez un vegan. D'accord. Est-ce que c'est dangereux d'être végétarien ou vegan? Au fait, c'est peut-être dangereux si on n'arrive pas à équilibrer notre assiette. Ça peut être dangereux. Mais en essayant d'avoir une assiette très variée et à longueur de journée, on peut être en bonne santé tout en étant vegan, à condition de se supplémenter et de se contrôler en matière de vitamines, essentiellement la vitamine B12, de prendre de la vitamine C associé au fer parce que le fer d'origine végétale est beaucoup moins absorbé que le fer d'origine animale. Donc il faut prendre de la vitamine C pour améliorer cette absorption de fer et se supplémenter carrément par des compléments alimentaires qui sont riches en vitamine B12, ce qui se vend essentiellement, par exemple, en ce moment, on trouve des poudres de spiruline qui est une algue très riche en vitamine B12. D'accord, donc voilà. On régule un peu avec la spiruline, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Alors comment savoir si on a des carences et quels sont les symptômes justement? Vous en avez donné quelques-uns. Je vous ai parlé de la vitamine B12, mais par exemple en matière de fer, la personne elle est anémique, elle est anxieuse, elle est irritable, même sur le plan comportement, elle devient irritable, stressée et nerveuse. Une perte de l'appétit, alors qu'avant elle mangeait bien, c'est-à-dire que c'est soudain. On va avoir un teint pâle, des cheveux cassants,
des yeux cernés, tout à fait. On n'arrive pas à faire ce qu'on faisait avant sans aucun problème. On est tout le temps fatigué, asthénique. On devient même dépressif. Donc tout ça fait penser à une carence en un aliment donné. Et il faut la voir son médecin traitant, faire un bilan et chercher à trouver où est la carence et pouvoir la corriger. Est-ce qu'il faut faire souvent des consultations pour savoir si tout va bien? Tout à fait. Un vegan doit faire minimum un bilan par an. Ça, c'est minimum. Parce que surtout, j'ai bien dit un vegan, c'est-à-dire quelqu'un qui ne mange même pas des œufs, qui ne mange pas de fromage, qui ne mange pas de miel. Il est dans la restriction un peu excessive. Et là, il faut vraiment le contrôler, faire un examen clinique, voir s'il n'a pas de trouble de rythme, s'il n'a pas de dysfonctionnement thyroïdien quelque part. Et puis, enrichir son alimentation, comme on n'a pas le droit de leur imposer, parce que c'est un choix personnel qu'on doit respecter, soit pour raison éthique ou par préférence personnelle. Donc, on doit les accompagner par des compléments alimentaires. D'accord, très bien. Alors, si vous aviez des conseils à donner à des personnes qui veulent devenir végétariennes ou véganes, ce serait quoi? Moi, je leur dirais que bon, c'est leur droit le plus absolu, c'est une liberté personnelle, mais il faut s'assurer que votre corps ne manque de rien. Il faut lui donner les apports nécessaires, répondre à ses besoins et continuer à faire de l'activité physique, à s'exposer au soleil, parce que le soleil nous permet de synthétiser de la vitamine D, ce qui permet l'absorption et l'utilisation de notre calcium, parce qu'il arrive qu'on ait un taux de calcium correct dans le corps, mais qu'on souffre de crampes musculaires, de douleurs articulaires, et on croit que c'est par rapport à notre manque de calcium, on fait un bilan, on trouve une calcémie correcte. Mais ça peut être une calcémie qui n'est pas absorbée, le calcium n'est pas absorbé. Donc là, il faut voir s'il y a un taux correct de vitamine D qui est responsable de l'absorption de calcium. Donc corriger ces manques, et puis il faut juste être attentif à son corps, bien surveiller et bilanter de temps en temps, mais il n'y a aucun souci à être vegan, on peut avoir une vie tout à fait saine tout en étant vegan. Est-ce que par exemple, si un enfant, on ne peut pas obliger un enfant à être vegan? Non. À partir de quel âge peut-on être vegan ou végétarien? Pour un enfant, comme je vous ai dit, ça va être beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il a besoin d'acides aminés essentiels qu'on ne trouve que dans les protéines d'origine animale. Donc on ne peut pas priver un enfant de ces acides aminés essentiels qui sont indispensables pour sa croissance. Par la suite, si cet enfant grandit, devient adulte, il choisit d'être vegan, c'est son choix. Mais là, les besoins d'un enfant ne sont pas les mêmes que les besoins d'un adulte. Notre croissance s'arrête à un certain âge et puis on ne se dépense pas de la même manière. Un enfant, il bouge, il sort, il fait de l'activité physique. C'est pas pareil qu'un sédentaire ou un adulte. Il faut l'exposer au soleil, il faut l'inciter à faire une activité sportive, mais surtout, il faut lui donner une alimentation équilibrée, adaptée. D'ailleurs, les recommandations de la Haute Autorité de Santé insistent sur, c'est écrit clair et net, des protéines d'origine animale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit qu'on pourrait les substituer ou les remplacer par des protéines d'origine végétale. On peut faire ça chez l'adulte, mais on ne peut pas faire ça chez l'enfant, pardon. D'accord. Alors végétarien, adulte ou vegan, d'accord, mais il faut se faire attention, il faut faire des bilans. Par rapport aux enfants, oui. Et les enfants, non. Non, je déconseille fortement ça. C'est essentiellement, quand je vous ai dit, par rapport aux protéines d'origine animale. Très bien, en tout cas, pas mal de bonnes informations, très intéressantes. Merci encore. Alors, je rappelle, Dr Fatma Zahra Meslouh, alors vous êtes médecin généraliste et nutritionniste. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci. Et tout de suite, nous passons à la rubrique L'info de la semaine avec Leïla Djabour. Et place maintenant à l'info de la semaine avec Leïla Djabour. Leïla, bonsoir. Bonsoir Mounia. Ça va? Très bien, et vous? Ça va très bien, alhamdoulilah. Ça y est, c'est bientôt l'été, hein, on est en blanc. Oui, c'est déjà l'été, il fait voilà, chaud. Voilà, juste qu'on matche ensemble. Exactement. Il fait chaud, il fait Et avec beau. votre invité aussi. Et oui, puisqu'aujourd'hui, on parle d'exposition. Hein, c'est toujours le mois de juin, donc il y a beaucoup d'exposants, il y a beaucoup de salons. Mais malheureusement, il y a la pandémie encore qui nous guette. Donc, pour trouver une alternative, il y a une plateforme. Et cette plateforme, elle vous offre une occasion d'exposer, mais virtuellement. Ça s'appelle Contactus Expo. Et aujourd'hui, Madame Hayat Youssef, qui est dans notre compagnie ce soir, va nous parler de cette plateforme et surtout de son utilité. Parce qu'il faut savoir que c'est tout nouveau en Algérie. Donc, bonsoir Madame Hayat. Bonsoir à tous. Comment ça va? Merci Leïla de m'avoir invitée. Mounia également.
également, merci. Ça va très bien, alhamdoulilah. Alors on cherchait, voilà, j'ai trouvé ça sur Internet et je me suis dit comment pouvoir faire un salon virtuel quand on sait qu'il y a beaucoup d'exposants. Alors comment ça s'organise? Tout à fait. Donc, je vais clarifier la naissance de cette plateforme. C'était dû au corona. Donc, on a vu tous que c'était le gel total de l'activité économique, que ce soit en Algérie ou là à l'extérieur. Donc, il fallait créer quelque chose pour remettre un petit peu les choses en ordre et retravailler un petit peu l'économie, que ce soit au national ou bien à l'international. Donc, on a pensé, moi et M. Alak, qui est le directeur général, à créer cette plateforme. Ça existe à l'étranger, même à l'international. Ils ont commencé à faire des expositions et des foires, etc., virtuelles. Ça a très bien fonctionné. Et voilà, avec le télétravail, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, avec la digitalisation de l'ensemble des procédés de l'entreprise, donc ça devient une alternative obligatoire, en quelque sorte, de passer au salon et foire virtuelle. Notre plateforme, elle s'appelle contactusexpo.com. Donc, ça fait 9 points qu'on l'a préparée et elle a été mise en ligne il y a pratiquement 2 mois. Et le commencement officiel de la foire nationale, c'est une première foire nationale en Algérie qui est virtuelle et destinée aux entrepreneurs et opérateurs économiques. C'est du B2B online en quelque sorte. Donc ça encourage voilà, les jeunes et moyennes entreprises. Et il faut savoir qu'il y a différents secteurs d'activité. Hein. Il n'y a pas juste le bâtiment. Tout à fait. Donc la foire, elle est en quelque sorte globale, elle est ouverte à l'ensemble des opérateurs économiques en Algérie pour s'afficher au national et à l'international dans le but d'exporter, de devenir des exportateurs et aussi pourquoi ne pas être fiers de notre production nationale. D'accord? Donc, au niveau de cet événement qui est la foire nationale, il y a des halls. C'est comme une foire réelle. Voilà. Hein? C'est comme une foire réelle. Oui. Il y a donc des halls. Il y a le hall A, le hall B, le hall C, etc. Et chaque hall est dédié à un secteur d'activité qui est bien précis. Donc, le hall A, c'est le fourniture et équipement. Le hall B, donc c'est l'agroalimentaire. Le hall C, c'est le BTPH. Le hall D, donc c'est la santé, beauté et hygiène. Et il y a le hall E, c'est pour les services. Et le F, c'est pour la chimie et pétrochimie. Donc on a essayé un petit peu de regrouper tout le monde autour de cette plateforme pour qu'il y ait un vrai échange économique, que ce soit au national ou bien à l'international. Voilà, c'est vraiment la diversification des activités. Alors, pour les prestataires, par exemple, quand on veut s'inscrire sur la plateforme et qu'on est une entreprise... C'est très facile. C'est très facile. Donc, au niveau de la plateforme, il y a un guide pratique qui a été mis en ligne. Ce guide-là, il est destiné aux visiteurs déjà pour pouvoir visiter les stands d'une manière c'est très à l'aise. Hein. Donc, il y a une petite inscription qu'il faut faire. C'est gratuit de visiter les stands et la foire et l'ensemble des halls et des salons. Et aussi, pour les exposants, ils n'ont qu'à cliquer sur un petit, au niveau du homepage, devenir exposant, remplir un formulaire. Le formulaire, il atterrit chez nous, bien sûr, et on recontacte l'entreprise qui désire exposer et avoir un stand. Nous avons 3 types de stands, comme dans une foire réelle. Un stand pour les petites entreprises, et un stand pour les moyennes entreprises, et un stand pour les grandes entreprises qui ont de multiples activités, de multiples produits, etc., qui veulent s'afficher d'une manière très riche en matière d'information. Donc, qu'on ne confonde pas, on exige quand même, enfin, la plateforme exige quand même un registre de commerce, il faut quand même être inscrit. Bien sûr. Donc, pour pouvoir être validé par la plateforme. Et il faut savoir aussi que durant cette année, il y a même eu des exposants qui ont reconduit leur contrat parce qu'ils ont voulu donc prolonger la période d'exposition. Tout à fait. Donc, nous, au premier lieu, on a pensé à à des événements de 2 mois. Ensuite, on a vu que les demandeurs, les exposants, ceux qui ont opté pour un stand et s'afficher au niveau de la plateforme, ils ont voulu rester toute l'année.
Donc, on a changé عجبهم complètement. الحال. En d'autres mots. قال لك voilà. Donc, on désire rester toute l'année, Oui. du moment que c'est l'international, Oui. c'est le web, c'est le digital, on veut rester une année complète. Oui. Il faut nous laisser une année, donc on a créé la foire, on a changé les dates, donc Oui. c'est à partir du 1er mai jusqu'à l'année prochaine 2022, Inch'Allah. Voilà, donc Voilà. c'est ouvert à tous. Si vous êtes par exemple une jeune entreprise, que vous souhaitez, pourquoi pas faire partager votre activité, vous pouvez vous inscrire sur cette plateforme et surtout, pourquoi pas exposer un jour, puisque c'est grâce aux foires et aux salons qu'on se fait connaître. Donc un salon virtuel, c'est très important, surtout que c'est nouveau. C'est-à-dire tout s'est mis... On s'est adapté au virtuel, que ce soit la visite des musées, maintenant c'est en économie, donc c'est très important, je pense, de mettre une lumière sur cette plateforme qui est donc Contactus Expo. Donc voilà, ils sont disponibles sur les réseaux sociaux, ils ont même une plateforme, donc vous pouvez vous enregistrer. Voilà, donc j'ajoute un petit point. Donc tout le monde est invité, tout opérateur algérien est censé être présent sur le web. C'est une obligation, d'une manière ou d'une autre. Avec un site web ou là, une page Facebook ou là, quoi que ce soit, ou bien dans un endroit professionnel, dédié aux professionnels comme le nôtre. La plateforme Diana, la particularité d'Yelha, c'est que c'est du B2B, business to business. Vous n'allez rencontrer que des professionnels, que des industriels, que des producteurs, que des exportateurs, que des importateurs, que ce soit des opérateurs algériens ou bien des opérateurs à l'étranger. Donc ne ratez pas cette occasion de vous faire afficher sur le web d'une manière imposante et professionnelle. Très bien. Voilà. Merci encore pour cette information. Leïla, toujours très intéressant comme à chaque fois. Merci Mounia, ce fut Merci, un plaisir. Merci à vous, madame. Merci Mounia. Merci Hayati Merci, Assouf Leïla. d'avoir été avec nous. Voilà, donc on se dit à la semaine prochaine, n'est-ce pas, Inch'Allah. Leïla? Très bien. À la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.